Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Section 1. Responsabilité humaine dans les épidémies et pandémie mondiale. Pour comprendre les phénomènes d'un monde en mouvement, les chercheurs ont de tout temps été à l'avant-garde de l'interprétation des dites manifestations. Ces phénomènes souvent atypiques, une fois dépouillés du mystère qui les entoure, révèlent en de nombreux cas l'interaction de l'homme à la base de leur apparition. De quoi déduire qu'une interaction disharmonique entre l'homme et la nature est susceptible de créer des mutations, conduisant à des phénomènes tant incontrôlés que lourds de conséquences. La conduite de cette réflexion responsabilise l'humain dans sa relation avec la nature. L'homme source de son propre malheur, l'homme est l'ennemi de l'homme lui-même. Depuis de nombreuses années, les scientifiques, les chercheurs, les ONG et les politiques alertent sur l'apparition de nouvelles maladies liées à la déforestation et à l'industrialisation sauvage. Paludisme, Ebola, SRAS, grippe aviaire, Zika, Covid-19. L'agression humaine à la biodiversité finit par mettre en péril des vies humaines. L'apparition de ces étonnants agents pathogènes nouveaux, comme le coronavirus responsable de la Covid-19, n'est rien d'autre que le résultat de l'anéantissement des écosystèmes, dont souffrent en particulier les zones tropicales, où ils sont détruits pour faire place à des cultures intensives industrielles. Le développement de ces maladies découle aussi de la manipulation et du trafic de la faune et de la flore, souvent menacées d'extinction. La disparition de la biodiversité menace l'humanité. Il y a une dizaine d'années déjà que les scientifiques étudient les liens entre l'explosion des maladies virales et la déforestation. Ce n'est pas quand une machine écrase tout sur son passage sur une montagne grouillante de vie que le phénomène est visible. C'est quand apparaissent chez les individus des symptômes étranges et des maux jusque-là inconnus. De nouveaux foyers d'épidémie dus à la disparition et à la destruction des forêts tropicales. Le constat est établi dans de nombreux pays, de l'Asie en passant par l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Amérique latine, avec des spécificités, des difficultés et des dynamiques propres à chacun. Cependant, il s'agit au fond partout de la même chose, d'une conception extractiviste du monde vivant qui conduit l'humanité à mettre en péril sa propre existence. Et contre cela, aucune solution même hydroalcoolique et de lavage des mains ne peut rien. Les maladies transmissibles de l'animal à l'homme appelées scientifiquement zoonoses, ont toujours existé dans le monde, sans toutefois prendre une ampleur pandémique. Elles sont généralement contenues, ou ne trouvent pas les conditions nécessaires pour se propager. Ainsi, en juin de l'année 1999, un foyer épidémique avait été identifié en Bolivie, causé par le virus Chapar, du nom d'une province de la région de Cochabamba, au cœur du pays. Ce dernier avait été identifié pour la première fois en 2003 dans la région de Cochabamba, une zone déboisée au profit de rizières où la récolte se fait, en règle générale, manuellement. Les paysans qui en vivent habitent donc à proximité des plantations. Or voilà que, quelques années plus tard, est arrivé dans des services d'urgence de la région de La Paz, un homme présentant des symptômes que les médecins n'ont pas identifiés immédiatement. Nul ne savait comment le virus qu'il avait contracté a voyagé depuis les rizières tropicales jusqu'aux altitudes andines. En Afrique, en particulier au Libéria, en rez-de-chaussée et en Sierra Leone, la virulence de l'épidémie d'Ebola a surpris tout le monde. Dans ces pays aussi, c'est la déforestation massive de la forêt tropicale qui fut la première cause de la maladie. Le déboisement sauvage a en effet poussé plusieurs espèces de chauves-souris à se rassembler, en groupes serrés, sur les rares arbres encore sur pied. Ce rassemblement d'espèces différentes, qui dans l'environnement habituel n'interagissent pas, a fait office de mélange de cultures. Ces chauves-souris sont soupçonnées d'être l'un des réservoirs du virus Ebola. Le chercheur Carlos Zambranatorrelio explique que tout commence par la déforestation. La fragmentation du couvert forestier est en train de provoquer une recrudescence du paludisme. L'explication ? Dans des espaces ouverts, il y a de plus grands trous dans lesquels s'accumule l'eau où se reproduisent les moustiques. Ceux-ci vont transmettre le parasite, donnant la malaria aux hommes qui, à proximité, exploitent les palmiers à huile. Si les maladies transmissibles de l'animal à l'homme ne sont donc pas nouvelles, elles sont cependant en augmentation.
David Quammen en étudie les raisons dans son ouvrage Spillover, Animal Infection and the Next Human Pandemic, tache d'huile, les infections chez l'animal et la pandémie humaine à venir. Le scénario de la vengeance. Une humanité surpeuplée, cohabitant avec une kyrielle d'espèces animales parfois en voie d'extinction, ajoutée à la destruction des habitats naturels et à une biodiversité en déliquescence. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour un scénario façon vengeance de Dame Nature. Dans un reportage de la National Public Radio, aux États-Unis, Quammen précise que nous, les êtres humains, sommes le point commun à toutes les épidémies. Nous avons tellement proliféré, et nous perturbons tant la planète. Nous rasons les forêts tropicales. Nous dévorons la vie forestière. Quand on entre dans une forêt, il suffit de secouer un arbre pour que tombent les virus, au sens propre comme au sens figuré. La nature écologique est une cohabitation, dont nous comprenons partiellement les relations évolutives grâce à de patientes observations scientifiques. Leur destruction au nom du progrès ou simplement de l'ignorance a des côtés obscurs que nous finissons par subir de plein fouet. Des virus en évolution. Quand par exemple, Jair Bolsonaro, président du Brésil, se vante de la souveraineté brésilienne sur les incendies en Amazonie, il n'y a plus qu'à attendre que la maladie s'abatte sur cette forêt transformée en zone d'agriculture et d'élevage. En témoigne une étude publiée en 2010 dans la revue scientifique Emerging Infectious Diseases. La destruction de 4% de la forêt a entraîné une hausse de 50% des cas de paludisme. Les espèces sauvages ne sont pas malades des virus dont elles sont porteuses, car elles ont évolué avec eux pendant des milliers d'années. Tout animal peut être porteur d'une cinquantaine de virus différents. Ça fait partie de la dynamique du système. S'il n'y avait pas d'êtres humains, il n'y aurait pas de transmission. Fidel Basketto, vétérinaire et professeur en Argentine, ajoute « Les virus qui sont nouveaux pour nous ne le sont pas pour la nature. Il s'agit donc de déterminer si on parle d'une maladie émergente ou d'une maladie émergente pour l'homme. De nombreux virus ont coévolué avec certaines espèces, et ces dernières ne souffrent pas de la maladie. L'agent pathogène sait que quand il pénètre dans un nouvel organisme, il ne doit pas le rendre malade ou du moins il ne doit pas le faire succomber. Car la mort de l'hôte, celui que nous appelons patient, entraîne aussi la mort de l'agent pathogène. Aucun micro-organisme n'a pour objectif la mort de son hôte. Mais avant que ce micro-organisme n'évolue, ce qui peut prendre des milliers d'années, la cohabitation produit la maladie, ajoute le scientifique argentin. La destruction de la nature par l'homme. Il ne faut pas en vouloir aux chauves-souris, moustiques, souris ou pangolins. Non, ces animaux n'y sont pour rien. Le problème vient du préjudice que l'homme cause à leur environnement. Il est lié au fait que nous les regroupons et les manipulons dans des milieux artificiels. Telle est la véritable recette du coronavirus, qui sera probablement à l'origine d'une crise multidimensionnelle, une récession mondiale. Autrement dit, détruire les écosystèmes à un prix malheureusement. La transmission à l'humain du coronavirus s'est produite à Wuhan au centre de la Chine sur un marché public, où sont vendues des espèces sauvages braconnées. Le commerce illégal de ces animaux emprunte les mêmes routes que le trafic de drogue et des armes. Il est très rentable puisqu'il pèse des milliards d'euros. Les consommateurs de cette viande vivaient autrefois dans les campagnes et ont migré en ville. Aujourd'hui, au lieu de chasser, ils se fournissent sur les marchés pour tenter de retrouver le goût de leur enfance. Protégeons l'environnement, il en va de notre existence sur Terre. Dans le cas du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui a aussi franchi la barrière des espèces dans l'un de ces marchés de produits frais, les excréments des chauves-souris ont notamment permis au virus de faire son chemin au point de devenir une épidémie qui a touché 8000 personnes en 2003, chiffre avancé par l'OMS. Ne pensons pas que ce type de phénomène n'a lieu qu'en Chine ou ailleurs, où les autorités ont interdit le commerce de ces produits, déplaçant probablement leur vente vers le marché noir. En Afrique centrale par exemple, nombreux sont ceux qui consomment des espèces sauvages, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères, sans savoir si cette habitude risque d'entraîner la transmission de parasites ou d'autres maladies aléatoires. Des foyers d'infection peuvent donc aussi apparaître de cette façon. La protection de la biodiversité ne relève pas seulement d'une intention écologique,
Elle concerne notre survie. Si la Terre est malade, alors nous le sommes aussi. Nous devons arrêter de penser que nous, les êtres humains, sommes un élément indépendant du système, résume Carlos Zambrana Torolio. Car nous en déduisons à tort que nous pouvons transformer, détruire et modifier l'environnement à notre convenance. Tout changement que nous imposons à la planète aura une répercussion sur notre santé. Nous sommes tous dans le même bateau. Notre destinée est commune. Il est capital de préserver notre écosystème comme le prédisait à juste titre le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso sur ses différents messages sur la préservation du bassin du Congo. Notre maison brûle et nous faisons semblant de regarder ailleurs, Jacques Chirac. Section 2. La crise écologique et ses conséquences désastreuses. Depuis 1866, le biologiste allemand Ernest Haeckel s'est intéressé à la dynamique des populations, des animaux, des végétaux et des microbes. À ces aspects, il a élargi ses observations aux fonctions des écosystèmes et des paysages. Bref, il a consacré énergie et intelligence à l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement. En effet, l'ensemble de ces études porteront désormais la dénomination de l'écologie. Celle-ci, dès lors, va s'occuper du déchiffrement de la complexité des écosystèmes naturels. C'est pourquoi, en intitulant cet ouvrage Le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19, l'humanité à l'épreuve des crises multidimensionnelles, nous vous entendons analyser les déséquilibres observés dans les impacts des sociétés humaines et de leurs activités économiques et industrielles sur leur environnement. Dans son essence génétique, l'écologie a comme mission de protéger et de sauvegarder l'écosystème et la biodiversité afin de permettre à nos sociétés de mener une vie paisible à l'abri de tout tracas social. Ainsi donc, les lecteurs de cet ouvrage vont se rendre compte que dans notre explication du désastre écologique, nous avons mis l'accent sur le réchauffement climatique en tant que fléau primordial. Notre choix sur cet aspect participe de la démonstration faite par l'ensemble des disciplines qui arrosent l'écologie, la génétique, l'éthologie, la géologie et la climatologie, disciplines nourricières de l'écologie, sont unanimes que dans le contexte de crise écologique globale, le réchauffement climatique est l'une des manifestations les plus connues de cette crise. Cependant, il faut souligner que la crise écologique ne se limite pas uniquement au réchauffement climatique. Elle comprend entre autres aussi l'extinction de la biodiversité, la pollution du sol et des eaux, la destruction des aires protégées, la surexploitation des ressources naturelles, etc. Cette crise a des conséquences désastreuses et néfastes sur la planète. Parmi elles, l'on peut citer la désertification, l'assèchement des cours d'eau, les incendies dévastateurs, comme ceux vécus en Australie, dans la Nouvelle-Galles du Sud, en Californie, au nord-est de l'État de Victoria, au sud du Portugal, etc. La pollution de l'air, la fonte des glaciers, les érosions, les inondations, les tsunamis dont le plus spectaculaire et plus désastreux avait eu à Fukushima, les tremblements de terre, les ouragans, les typhons, les éruptions volcaniques, les canicules, etc. Pour faire face à ces fléaux, les dirigeants de la planète ont organisé de grands forums afin d'atténuer le rythme du réchauffement climatique et de ses effets collatéraux dont l'histoire nous apprend que la première en date remonte à 1972, date de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain CNUEH, aussi connue sous le nom de Conférence de Stockholm en Suède du 5 au 16 juin. La conférence de Stockholm mettra en évidence pour la première fois les questions écologiques à l'échelle de la planète, et elle sera suivie 10 ans après par le sommet de Nairobi au Kenya en 1982. Ensuite, en 1992, plus de 178 pays vont se rencontrer à Rio de Janeiro pour la conférence décennale de l'ONU sur l'environnement et le développement. À l'issue de cette rencontre fut présentée une convention sur le climat, qui appuyait la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact humain sur le changement climatique. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique.
Il sied de noter que la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière fait de chaque conférence un processus long, où se mêlent des problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. À ce propos, pour mieux fixer les idées des lecteurs sur ces différents aspects, une chronologie des négociations sur le climat et une liste de la flopée de conférences tenues depuis 1995 sont exposées dans les lignes qui suivent. 1. Chronologie des négociations internationales pour voler au secours de la planète en détresse. 1972. Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain CNUEH. 1982. Sommet de Nairobi au Kenya en 1982. 1988. Mise en place du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour en savoir davantage sur la climatologie. 1990. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et la deuxième conférence mondiale sur le climat demandent un instrument mondial sur les changements climatiques. Les négociations à l'Assemblée générale des Nations unies sur une convention cadre sont lancées. 1991. La tenue de la première réunion par le Comité de négociation intergouvernementale. 1992. Ouverture à la signature de la Convention cadre sur les changements climatiques, lors du sommet Planète Terre à Rio, parallèlement aux autres conventions également négociées à Rio. 1994. Entrée en vigueur de la Convention cadre sur les changements climatiques. 1995. La tenue de la première session de la Conférence des parties à Berlin. 1996. Mise en place du secrétariat de la Convention cadre sur les changements climatiques pour appuyer les mesures prises en vertu de la Convention. 1997. Adoption officielle du protocole de Kyoto en décembre à la troisième session de la Conférence des parties. 2001. Adoption des accords de Marrakech lors de la septième session de la Conférence des parties. Ceci expose en détail les règles d'application du protocole de Kyoto, met en place de nouveaux instruments de financement et de planification en vue de l'adaptation au changement climatique et établissent un cadre pour le transfert des technologies. 2005. Entrée en vigueur du protocole de Kyoto. La première réunion des parties au protocole se tient à Montréal. Conformément aux conditions posées dans le protocole de Kyoto, les parties ont pu lancer des négociations sur la phase suivante du protocole dans le cadre du groupe de travail spécial des nouveaux engagements des parties visés à l'annexe 1 à titre du protocole de Kyoto. C'est également à cette occasion que le futur programme de travail de Nairobi sur l'adaptation au changement climatique, il prendra ce nom en 2006, est accepté et a fait l'objet d'un accord. 2007. Publication du 4e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 2009. Élaboration de l'accord de Copenhague à la 15e session de la Conférence des parties à Copenhague. Les États ont soumis par la suite des engagements concernant les réductions d'émissions ou les mesures d'atténuation, aucun de ces engagements n'étant contraignant. 2010. Élaboration des accords de Cancun et leur validation par la plupart des parties à la 16e session de la Conférence des parties. Conformément à ces accords, les parties officialisaient leur engagement de réduire leurs émissions dans le cadre de l'effort collectif de manière solidairement responsable. 2011. Élaboration de la plateforme de Durban pour une action renforcée et sa validation par les États parties à la 17e session de la Conférence des parties. À la même occasion, les différents gouvernements avaient clairement reconnu la nécessité d'élaborer un projet de nouvel accord juridique universel pour lutter contre les changements climatiques au-delà de 2020, dans le cadre duquel toutes les parties joueraient leur rôle dans la mesure de leurs moyens et seraient en mesure de recueillir ensemble les fruits de leur réussite. 2012. Amendement de Doha au protocole de Kyoto est adopté par la CMP, Conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, à sa 8e réunion. Cet amendement comprenait les mesures suivantes. De nouveaux engagements pour les parties visées à l'annexe 1, au titre du protocole de Kyoto, ayant accepté de prendre des engagements pour une deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. Une liste révisée des gaz à effet de serre sur laquelle les parties feraient rapport au cours de la deuxième période d'engagement,
et des amendements à plusieurs articles du protocole de Kyoto concernant la première période d'engagement, qui devait être actualisée pour la deuxième période d'engagement. 2013. Adoption de principales décisions à la 19e session de la Conférence des parties et la 9e réunion de la CMP, notamment sur la progression de la plateforme de Durban, le Fonds vert pour le climat et le financement à long terme, le cadre de Varsovie pour REDD+, et le mécanisme international de Varsovie pour les pertes et dommages. 2014, tenue de la 20e session de la Conférence des parties à Lima, Pérou. 2015, tenue de la 21e session de la Conférence des parties de Paris en décembre. https://www.1.org/sustainable development/fr/ chronologie-des-négociations-sur-le-climat fermente. 2016, tenue de la 22e session de la Conférence des parties au Maroc. 2017, tenue de la 23e session de la Conférence des parties à Bonn en Allemagne. 2018, tenue de la 24e session de la Conférence des parties à Katowice en Pologne. 2019, tenue de la 25e session de la Conférence des parties à Madrid en Espagne. 2. Liste des rencontres écologiques internationales pour voler au secours de la planète en détresse. Tableau 1. Différentes conférences sur le climat. Source adaptée de l'auteur. De plus, le désastre écologique avec le réchauffement climatique comme corollaire a modifié l'équilibre des écosystèmes en déplaçant certaines espèces de la biodiversité de leur refuge naturel vers les sociétés des hommes via des animaux domestiques et des brousses. Cette transhumance est à l'origine des catastrophes sanitaires à travers le monde, à l'image de la Covid-19, source des crises multidimensionnelles notamment psychologiques, économiques, sociales et politiques sur lesquelles nous nous sommes longuement étendus dans la deuxième partie de l'ouvrage. 3. Les grands fléaux, événements et catastrophes qui ont endeuillé et bouleversé le monde. Le monde a connu de grands événements qui ont bouleversé la cour de choses au nombre duquel on peut citer de manière non exhaustive. La Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, avec 186 millions de morts. La crise économique qui avait secoué le monde en 1929, connue sous le nom de New Deal. La crise financière de 2008. La Deuxième Guerre mondiale de 1940 à 1945, avec 70 millions de morts, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. La guerre d'Indochine ou guerre d'indépendance avec un total de 900 000 victimes du 19 décembre 1946 au 21 juillet 1954. La grippe espagnole de 1918, avec environ 50 millions de morts. La peste grecque, de 1345 à 1352 soit 5 ans faisant 25 millions de morts. La lèpre, avec plus de 200 000 victimes par an dans le monde. Le VIH-Sida. La dernière fiche d'information de 2019 fait état de 1 million de morts. La crise pétrolière de 1971. Le paludisme, avec plus de 450 000 chaque année. La maladie à virus Ebola avec 11 300 morts en Afrique de l'Ouest et 2 238 morts en rez-de-chaussée. Le coronavirus avec plus de 400 000 morts en début juin 2020, selon l'agence France Presse. Il est utile de rappeler les statistiques d'autres pandémies et catastrophes qui font des victimes à travers le monde, telles que la particularité et la spécificité du coronavirus est que cette maladie ne se résumait pas en termes de mort, mais par son caractère dangereux, mal connu, et qui a paralysé et arrêté le monde. Une vie jamais vécue auparavant qui a créé des traumatismes. Une situation jamais vécue où le monde entier assistait à 5000 ou plus de morts par jour. 4. Origine et évolution de la pandémie de la Covid-19 à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette nouvelle souche de coronavirus est un virus d'origine animale parti du pangolin à l'homme, dont le premier foyer dans sa forme actuelle de Covid-19 est parti de la Chine, plus précisément dans la province de Hubei, ville de Wuhan au marché Huanan South China Sea Food Market depuis le 17 novembre 2019 dernier. À partir de là, telle une traînée de poudre, le virus s'est propagé très rapidement à travers le monde en s'installant en brigades d'attaque dans presque tous les pays.
Ce qui amena l'Organisation mondiale de la santé à le qualifier de pandémie mondiale, à laquelle il faut s'attaquer. À titre illustratif, la bataille contre ce virus a fait plusieurs victimes dont les plus touchées sont 1. Les États-Unis d'Amérique, plus de 105 770 décès en début juin. 2. La Grande-Bretagne, 38 489 décès. 3. L'Italie, 33 415 décès. 4. La France, 28 802 décès. 5. L'Espagne, 27 127 décès. 6. L'Amérique latine avec 29 341 morts, dont la moitié au Brésil. 7. L'Afrique avec plus de 5 000 décès, etc. 5. Spécificité de la pandémie de la Covid-19. Les grandes particularités du coronavirus ne résident pas dans son taux de mortalité, mais plutôt sa transmissibilité et le nombre d'inconnus qui entourent le développement de ce virus, à l'exemple de la période d'incubation, l'absence de symptômes chez certains patients infectés et la réinfection de patients déjà contaminés. Dans le même registre, nous pouvons mentionner sa vitesse de propagation jamais constatée auparavant, sans omettre qu'il n'existe pas à ce jour un protocole standard de traitement, moins encore un vaccin, ce qui explique le nombre important de personnes touchées à travers le monde. D'où, pour limiter sa propagation, les pays concernés par cette pandémie ont opté pour la fermeture de leurs frontières, l'application stricte des gestes barrières brisant ainsi et déshumanisant les rapports sociaux entre les hommes, la vie humaine désacralisée, sans oublier le confinement, mesure qui a plombé l'économie mondiale à telle enseigne que le FMI qualifie cette crise économique et sociale de crise de confinement. Depuis, les crèches, les écoles, les universités, les industries, les entreprises, les commerces, les tourismes sont à l'arrêt et les avions cloués au sol. De même, les grandes conférences et forums, faute de se tenir par visioconférence, sont carrément reportés sine die au même titre que de nombreuses compétitions sportives locales et internationales. Dans un tel contexte, les places boursières s'affolent, les cours des matières chutent brutalement, le chômage explose, la pauvreté s'amplifie surtout dans les strates des populations les plus vulnérables, les sans-abri, les personnes vivant avec un handicap, les femmes, les immigrés, etc. Depuis, la nature reprend peu à peu sa place, les animaux remplacent désormais les hommes dans les rues, la mondialisation s'écroule comme un château de cartes et le monde se clive. Devant une telle impasse, la chasse aux sorcières est lancée et les pays se pointent du doigt pour identifier le coupable. Le sulfureux président américain Donald Trump, cet homme qui s'était identifié dès son arrivée à la Maison-Blanche par son déni du multilatéralisme, trouve une bonne occasion pour charger son rival chinois pour avoir laissé le virus se propager à travers le monde. Entre-temps, les États-Unis comptent leurs victimes et s'organisent au même moment pour entrevoir la relance de son économie, lourdement impactée par cette crise sanitaire en cette période charnière des élections générales, où ce président adulé par les conservateurs et les fervents de l'entrepreneuriat, va s'opposer non seulement avec les démocrates, mais aussi les nombreux laissés-pour-compte que cette pandémie vient de mettre en lumière. Donc, d'une crise écologique au départ, la crise sanitaire va cependant rapidement se muer en une crise économique, politique et sociale, au fur et à mesure que le virus se répand. Désormais, le monde n'est plus et ne sera plus jamais géré comme il fut mais comme il est. Dans un tel contexte, une inversion de paradigme s'impose et certains spécialistes plaident pour un monde plus juste misant davantage sur l'écologie comme axe central des politiques de développement, plutôt que de tout focaliser sur l'économie. Avant-propos. C'est un grand honneur pour moi, de prendre ma plume pour coucher quelques lignes précédant l'entrée en la matière, d'un livre traitant d'un thème interpellateur et révélateur des failles ayant émaillé le modèle économique contemporain basé sur la recherche du profit à tout prix alors que cela a lourdement impacté l'environnement de l'homme, jusqu'à compromettre son existence si l'on n'arrivait pas à changer des paradigmes. Depuis, les reportages radio-télévisés, les ouvrages, les articles, les revues scientifiques foisonnent en stigmatisant le comportement de l'homme sur la crise écologique, le réchauffement climatique, le non-respect des seuils d'émission des gaz à effet de serre, la réduction drastique des ressources fossiles, le débat sur le nucléaire ou encore le gaz de schiste dans les pays de la triade, la montée des eaux par endroits et bien entendu l'assèchement des cours d'eau et la fonte des glaciers dans certains pays, la diminution de la biodiversité, la raréfaction des stocks de pêche, le continent plastique, etc.
Pour Sébastien Carcel, les changements climatiques ne sont pas seulement une menace pour l'équilibre de l'écosystème, ils représentent également un défi au cœur du système économique mondial et des relations Nord-Sud. En Afrique, le réchauffement du climat et la décrue des précipitations aggravent le problème d'accès à l'eau et la non-productivité agricole. Plus largement, l'émergence d'un monde multipolaire laisse présager une exacerbation de la compétition mondiale pour l'accès aux ressources naturelles, avec des conséquences environnementales et géopolitiques considérables. C'est pourquoi les thématiques écologiques sont au cœur des politiques de développement et de coopération internationale. Ainsi qu'il me soit ainsi permis de saluer le courage et le sursaut scientifique de l'auteur de cet ouvrage, un politique certes, un haut responsable des armées de la République du Congo aussi, et aujourd'hui, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences politiques et possédant dans son actif une brochette de publications dont la dernière en date parue aux éditions L'Harmattan à Paris s'intitule « La planète poignardée et menottée ». Fort de son parcours si riche et ponctué d'un brillant cursus académique effectué dans les meilleurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ce bulldozer de la recherche, d'un calibre de portée universitaire conforme aux standards universels, estime qu'il est temps à travers ce livre intitulé « Le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19 ». L'humanité à l'épreuve des crises multidimensionnelles, de poser la première pierre des travaux de refondation de la gouvernance économique et politique mondiale reposant sur le multilatéralisme, un des pans de la mondialisation aujourd'hui décrié suite à ses nombreuses limites, déjà initialement révélées par la crise écologique et aujourd'hui amplifiées par la crise sanitaire de la Covid-19. Depuis, l'économie mondiale est en chute libre, les places boursières s'affolent et enregistrent des pertes historiques, les cours du pétrole chutent jusqu'à franchir la barre de moins $1 aux États-Unis et le chômage explose. Ce faisant, le monde découvre la fin du libéralisme pour lequel les partisans n'avaient de cesse de faire l'apologie du capital, de la liberté d'entreprendre, de l'enrichissement oubliant toutes les questions vitales, l'environnement, la santé, l'éducation, la culture et l'innovation. C'est ainsi que l'auteur de ce livre, tirant les leçons de l'échec cuisant de la mondialisation, laquelle est aussi pointée du doigt comme l'une des causes indirectes de la crise écologique, saisit la balle au bond et jette les bases des travaux d'une remise en question générale sur les questions de la souveraineté de se défendre, de se nourrir, de soigner et de s'éduquer. Enfin, faut-il encore souligner que les pandémies changent le monde ? Changeons les politiques, car les gouvernements du monde, autrefois mobilisés sur les questions de souveraineté militaire, diplomatique et économique comme les États-Unis, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, la France, l'Israël, l'Égypte, etc., devront tirer les leçons de cette pandémie pour définir un nouveau cap. L'économie oui, mais l'environnement d'abord et la santé surtout pour espérer retrouver un monde plus juste. Introduction. Débutée en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle grâce à l'invention de la machine à vapeur, la révolution industrielle ouvrira la voie à la production de masse qui connaîtra son paroxysme avec le concours de la mondialisation faisant de l'humanité, par voie de conséquence, un village, rythmé par la suppression des frontières, la libre circulation des personnes et de leurs biens, la déréglementation douanière, bref, un espace commun d'échange des capitaux, des technologies, des informations et des biens et services facilités notamment par la révolution des transports. Ces transformations vont profondément affecter l'agriculture, l'économie, la politique, la société et bien évidemment l'environnement du monde contemporain. Cela étant, avec l'appétit insatiable des actionnaires, la guerre de leadership dans la gouvernance économique et politique mondiale, les superpuissances économiques vont en compagnie des firmes multinationales, se livrer à une bataille sans merci en sollicitant davantage des énergies fossiles, en enrayant sur la carte du monde des millions d'hectares de forêt avec tout cela peut avoir comme conséquence sur l'environnement et notre écosystème. Depuis, la planète se réchauffe, le climat change et ces bouleversements perturbent l'ensemble des régions du globe, avec des conséquences dramatiques sur l'environnement, sécheresse, inondations, tsunamis, impact sur le faune et la flore, etc., et nos modes de vie, accès aux ressources naturelles et agricoles, à l'énergie, impact sanitaire, etc. Cela étant, le GIEC stigmatise principalement l'activité humaine comme responsable de cette flambée du dérèglement climatique, en raison de notre dépendance aux énergies fossiles carbonées,
pétrole, charbon, gaz et de notre gestion des sols, déforestation, agriculture intensive. Pour s'en rendre compte, il suffit d'évaluer la taille du parc automobile mondial qu'on estime à plus d'1 milliard des véhicules, ce qui donne lieu à une sollicitation accrue des énergies fossiles lesquelles sont ensuite rejetées dans l'atmosphère par la combustion des moteurs. Aussi, dans les pays développés, le transport est devenu la première source de pollution, notamment en dioxyde de carbone, particules et benzène, 3 composants préoccupant la santé publique. En parallèle, on note une prolifération des centrales nucléaires à travers le monde et un rapport d'Elecnuc 2018 signalait déjà à cette époque que la capacité mondiale installée était en augmentation pour la 5e année consécutive, et ce, en dépit de l'arrêt de réacteurs japonais suite à l'accident de Fukushima et de la sortie de l'Allemagne du nucléaire. Ainsi, au 31-12-2017, le parc mondial avait atteint un nouveau record avec presque 392 GWE, soit une augmentation de plus de GWE par rapport au précédent du 31-12-2016. Faut-il dans ce contexte parler de mépris ou d'inconscience dans le chef des multinationales et des gouvernements de G20, pour lesquels seule l'économie semble prendre les pas sur l'environnement, la santé et donc la vie. Depuis, le monde est confronté à une crise écologique sévère au risque de compromettre son existence. Comment peut admettre une telle indifférence, s'il faut en effet tenir compte des conséquences précédemment indiquées et prendre les choses dans leur juste mesure? Un des défis majeurs du XXIe siècle sera donc de développer des stratégies et des politiques mondiales de lutte contre les émissions de CO2 en modifiant nos comportements et nos modes de vie, atténuation, et en anticipant les changements climatiques à venir, adaptation. C'était d'ailleurs tout l'enjeu de la conférence de Paris 2015 sur le climat, COP21, pour limiter les impacts environnementaux, sociétaux, économiques, sanitaires, géopolitiques et agronomiques, laquelle d'ailleurs s'était soldée par un fiasco à l'identique de celles qui s'ensuivront, toutes choses restant égales par ailleurs. Covid-19 oblige, même la COP26 qui devrait se tenir en novembre de cette année à Glasgow a été reportée pour une date ultérieure. À cause de l'irrationalité de l'homme et faute de volonté et de décision politique pour mettre d'application la batterie de résolutions découlant des conférences des Nations Unies sur le climat, l'humanité au-delà de la crise écologique qui suscite davantage inquiétude et incertitude suite à toutes les conséquences relatives et faute de traitement, devra désormais trouver les arguments et ou les armes pour affronter la crise sanitaire de la Covid-19 dans ce contexte des apostrophes. Une mondialisation agonisante, qui nous offre le spectacle d'un monde en perte de vitesse et en quête d'identité. La crise sanitaire de coronavirus vient en outre sonner le glas d'une vraie remise en question de l'efficacité du multilatéralisme. En effet, le fait d'avoir opté pour le confinement, la moitié de l'humanité s'est vue d'un cran condamnée à rester à la maison pour limiter la propagation de cette pandémie qui a fauché plus de 200 000 vies à travers le monde, avec en tête les États-Unis suivis de l'Italie. Le continent africain semble jusque-là du moins mieux résister, s'il faut s'en tenir au ratio des décès, et ce, en dépit du pire annoncé par certains observateurs avertis, alors que nous apprenons tous les jours par la voie des ondes comment des pays les plus riches du monde disposent d'un système de santé obsolète, manque des masques, des blouses de protection, des lits dans les urgences, des respirateurs, etc. Par effet domino, l'impact de cette crise sanitaire partie de la Chine, usine du monde aujourd'hui sévèrement touchée après 72 jours de confinement, s'est généralisé à travers le monde en entraînant un désastre économique sans pareil, occasionnant la chute des places boursières, et les sommes à mobiliser pour en venir à bout sont astronomiques, 916 milliards d'euros au Japon, 483 milliards aux États-Unis après avoir déjà engagé 2200 milliards, 540 milliards en Europe et 3000 milliards en Afrique. En effet, les effets de la limitation de l'offre de biens et services ont commencé à se répercuter sur les prix, notamment sur les cours du pétrole. En outre, la Covid-19 menace les producteurs américains de pétrole de schiste. Avec un baril à moins de $50, la production de pétrole de schiste aux États-Unis n'est pas viable. Des dizaines d'exploitants risquent la faillite suite à une demande mondiale historiquement basse. Pour l'Agence internationale de l'énergie, 2020 sera la pire année de l'histoire du secteur.
https://www.letemps.ch/économie/covid-19-menace-production-économie-schiste. Globalement, les impacts économiques de la Covid-19 s'exercent en termes de perte du produit intérieur brut, de recul des investissements directs étrangers, de forte baisse de l'emploi et des moyens de subsistance, de menace la sécurité alimentaire à telle enseigne qu'un rapport de l'Oxfam souligne qu'un humain sur 2 est menacé de la pauvreté. De plus, avec la fermeture des frontières, les restrictions à la circulation des biens et des personnes, le confinement, nuisent aux chaînes alimentaires, à leurs différents stades, production, accès au marché et commerce. Ainsi, des milliers de personnes sont privées de leurs sources de revenus, notamment les agriculteurs, qui ne peuvent plus récolter leur culture faute de main-d'œuvre aujourd'hui condamnée à rester à la maison. Du fait de son impact sur les prix, le coronavirus sape le pouvoir d'achat de la moitié de la population mondiale et accentue leur vulnérabilité, surtout dans le continent africain où l'essentiel de l'appareil productif repose sur l'exploitation des matières premières. Le virus décime également le segment le plus productif de la population active, notamment les femmes. De plus, les opportunités génératrices de revenus se réduisent comme peau de chagrin, en particulier pour les personnes en situation d'emploi vulnérable. De même, les revenus des ménages dans les pays touchés ont accusé une chute libre, ce qui constitue une menace potentielle pour la paix et la stabilité, car dans la plupart des pays concernés par la pandémie, les populations ont une opinion très négative sur les options prises par les gouvernements pour endiguer ce fléau. De la crise sanitaire, cette maladie d'une vitesse de propagation jamais enregistrée auparavant, plonge l'humanité dans une spirale de crise notamment psychologique suite au traumatisme causé par ce contexte de méfiance généralisée et surtout qu'il faut dans l'entretemps rester à la maison. On signale ainsi, dans certains pays, la flambée des violences conjugales et au pire de cas les suicides. Donc une crise qui au départ était écologique, faute de volonté et de décision politique, mais surtout faute d'un leadership de l'urgence, ouvre les fronts à une séquence de crises sociales, économiques et à terme politiques suite notamment aux mesures drastiques de confinement arrêtées dans la majeure partie des pays pour en venir à bout, mais aussi, les contestations qui pourraient en découler à cause de sa gestion jugée dans l'ensemble des pays discutable. Ainsi, pour Jacques Attali, les pandémies changent le monde. En somme, pour mieux cerner les contours de la pandémie et nous forger une position solide sur la tourmente dans laquelle l'humanité est confrontée actuellement, cet ouvrage propose une grille de lecture très variée éclatée en 2 parties dont la première traitant au premier chapitre, les grands fléaux écologiques et sanitaires contemporains en épluchant tour à tour, les réchauffements climatiques et le coronavirus afin de permettre au lecteur d'établir le rapport entre les 2 fléaux contemporains et comprendre comment l'humanité est-elle partie d'une crise écologique à une crise sanitaire. Le deuxième chapitre, décryptant la mondialisation dans la dynamique du désastre écologique en mettant en évidence les états de lieu, les acquis et les déboires. Le troisième chapitre, parlant du désastre écologique à la lutte contre la Covid-19, et ce, en procédant par un essai démonstratif de l'irrationalité de l'action en aval des humains. Le quatrième chapitre, évoquant les objectifs du développement durable à l'épreuve de la pandémie du coronavirus. Le cinquième chapitre, mettant en évidence la crise psychologique causée par la pandémie de coronavirus. Le sixième chapitre, analysant la crise économique mondiale causée par le coronavirus. Le septième et dernier, planchant sur la crise sociopolitique due au coronavirus. Enfin, pour rendre la lecture agréable et faciliter la compréhension, plusieurs tableaux, figures et illustrations sont proposés au lecteur. Première partie, les paradoxes du comportement humain à l'épreuve des grands défis et enjeux planétaires du développement durable. Chapitre 1, Grands fléaux écologiques et sanitaires contemporains. Réchauffement climatique et coronavirus. Les questions relatives à l'impact du réchauffement climatique et ses répercussions sur l'environnement défrayent la chronique tant en milieu universitaire, politique que celui des affaires. Il ne se passe plus un jour en effet, sans que dans les médias un sujet en rapport avec ce phénomène ne soit évoqué pour tirer la sonnette d'alarme et interpeller l'homme afin que celui-ci se rende compte du rôle qui est le sien dans la préservation de son espace de vie aujourd'hui,
suffisamment impactée suite à son comportement irresponsable et cela, au profit de l'industrialisation lourde avec tout ce qu'elle implique comme conséquence, la pollution atmosphérique suite à l'émission des gaz à effet de serre, exploitation sauvage des ressources naturelles, la déforestation sauvage, comportement ayant lourdement pesé sur l'environnement en modifiant de manière drastique notre écosystème. Ainsi, année après année, nous assistons presque impuissants à un changement climatique avec une séquence continue des catastrophes naturelles, hausse des températures, assèchement des cours d'eau, tsunamis, inondations, fonte des glaciers, visibles dans le monde entier. C'est ainsi qu'à ces jours les ouvrages, publications universitaires consacrées à ce fléau contemporain foisonnent. En parallèle, les politiques, les dirigeants du G7 et ou G20 multiplient des forums pour lesquels la plupart de résolutions adoptées sont restées lettres mortes faute de volonté et de décision politique dans le chef des signataires des dites résolutions. C'est ce qui nous emmène dans ce chapitre à cerner les contours de ces grands fléaux contemporains, dont le dernier en date qui secoue l'humanité est un virus, identifié sous la nomenclature de Covid-19 qui décime la population de tous les continents et on estime à ce jour plus d'un demi-million de contaminés et plus de 150 000 victimes à travers le monde. Ainsi, dans un premier temps, ce chapitre fait un aperçu contextuel et descriptif du réchauffement climatique et du coronavirus avant de plancher dans un second temps sur leurs origines. Section 1. Réchauffement climatique. De nombreuses études associent ce phénomène à l'activité et aux habitudes de l'homme. Cela est autant vrai que Chavaya, 2018, stigmatise les activités humaines et souligne en outre que le réchauffement a récemment atteint une vitesse jamais égalée depuis plus d'un millénaire. Plus les changements sont rapides, plus les sociétés et les écosystèmes sont contraints de s'adapter. La perception que les générations futures auront des changements influencera leur manière de prendre des décisions à même de favoriser leur adaptation. Mais encore peu de recherches sur le climat ont abordé la question de la vitesse du changement climatique. Sans mesure d'atténuation, renchérit Chavaya 2018, les changements liés à la température, aux précipitations et à la végétation seront de plus en plus rapides. Ainsi, la vitesse de réchauffement aura doublé à la fin du siècle. Toutefois, si les mesures prises sont suffisantes pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, la vitesse et la perception des changements deviendront négligeables. Ainsi, l'évolution projetée de la température à la surface terrestre pour la fin du XXIe siècle, 2090 à 2099, laisse apparaître d'après les études du GIEC, un net réchauffement par rapport à la période 1980 à 1999, selon les projections moyennes obtenues avec plusieurs modèles. Pour ce faire, dans les lignes qui suivent, nous nous sommes efforcés à l'aide d'une analyse contextuelle de déterminer les bases scientifiques de ce phénomène, nécessaires pour déterminer son origine, son impact dans les milieux humains et naturels. Ceci, dans l'optique de relever l'atténuation possible des changements climatiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.